Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà pour la conférence sur l'intégration continue. Alors je vais juste commencer par poser une ou deux questions. Est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec Docker? Ok, super. Est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec le cloud, Amazon, Google ou... Ok, ça marche. Bon, bah, du coup, je pense pas trop vous perdre. Des fois, en fait, je vais certainement, pendant cette conférence, prêcher des convertis ou reprendre des termes que vous maîtrisez bien, mais c'est pour que tout le monde puisse suivre. Voilà, donc moi, je vais... Normalement, une fois que la télécommande fonctionne, je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis directeur technique chez Bureau à partager. Donc vous avez les différentes informations ici si vous souhaitez me contacter par la suite. Et donc je suis chez Bureau à partager depuis un peu moins d'un an. Alors Bureau à partager c'est quoi? Bureau à partager c'est trois activités. Donc la première activité c'est le site bureauapartager.com qui est un petit peu le Airbnb de la gestion de bureaux. Donc vous avez des offreurs qui offrent des bureaux et vous avez des demandeurs qui recherchent des bureaux. Ensuite, on a une autre activité qui est donc Link, un outil en SaaS qui permet de gérer des espaces de coworking sur plutôt deux aspects. Donc un aspect contractuel, c'est-à-dire administratif, facturation des occupants, réservation de salles de réunion, etc. Et un aspect un peu plus communautaire. Et enfin, la dernière partie, c'est une partie tout autant intéressante, mais beaucoup moins pour cette présentation, qui est en fait, on est gestionnaire d'espace, donc on reprend des espaces un peu improbables dans Paris, on les réhabilite, on les redécore et on en fait des espaces partagés ou des espaces de coworking. Voilà, donc là l'histoire en fait commence sur bureauapartager.com. Donc bureauapartager.com, c'est un site qui a un petit paquet de temps, qui existait un petit peu avant l'entreprise. Et du coup, on va parler d'intégration continue, ce qu'on a pu amener sur la nouvelle version de bureauapartager.com, sur l'intégration continue, pardon, avec l'équipe. Donc, je voulais juste clarifier le début de cette présentation dans ce que vous allez découvrir et ce que vous n'allez pas découvrir. C'est assez important parce que du coup, l'intégration continue, on va voir ce que c'est. Ça couvre énormément de sujets, donc ça va être difficile d'introspecter chaque sujet. Ce que vous allez donc découvrir, c'est l'intégration continue en général. Par contre, ce que vous n'allez pas découvrir, c'est comment coder un programme en Go, même si vous allez avoir quelques exemples pendant la présentation. Vous allez découvrir aussi que tester un logiciel ou une brique de développement, c'est vital. Par contre, on ne va pas vous montrer comment tester votre application. Ensuite, vous allez découvrir donc, que les conteneurs, c'est immutable. Donc là, j'ai fait du franglais, c'est immuable. Donc on va parler un petit peu pourquoi on utilise Docker et à quel moment on utilisera Docker. On va vous montrer tout ça. Par contre, on ne va pas vous expliquer comment Docker fonctionne en interne, etc. On ne va pas revenir dessus. On va vous expliquer ce que c'est qu'une chaîne de build, c'est-à-dire quand vous créez un logiciel, du moment où vous êtes en train de coder votre logiciel, au moment où vos utilisateurs l'utilisent en production, tout ça, ça s'appelle une chaîne de construction, une chaîne de build, donc on va vous montrer ça. Et par contre, ce qu'on ne va pas faire, c'est un tutoriel sur Kubernetes, qui est la plateforme qu'on utilise, naturellement, parce que ce serait assez gourmand. Et puis pour la suite, vous allez découvrir des outils fun et faciles. Nous, on en utilise en tout et pour tout trois, donc ça va vraiment assez vite. Et ce que vous n'allez pas découvrir, c'est comment élever des licornes. Voilà, je voulais un petit peu clarifier. Donc, il était une fois BAP. En fait, BAP, il y a 5 ans, il y a un code source qui a été créé donc pour faire le site bureau à partager. Il y avait à l'époque, c'est très gênant la tête, sans télécommande. Il y avait à l'époque un seul développeur. Voilà, et j'ai pas le son. Il y avait un seul développeur à l'époque, donc du coup c'était très pratique de travailler sur un logiciel seul, ce qui n'est plus le cas maintenant. En termes de technologie, à l'époque on était plutôt sur du PHP 5.3, on avait plutôt du Symfony 1, on avait un Apache installé en mode PHP, donc c'est-à-dire qui prend pas beaucoup la charge, parce que justement on va voir qu'après avec l'intégration continue et un cluster derrière, ça prend plus la charge, et une base de données MySQL. Donc ça, de nos jours, quand on regarde ça, on se dit ok, Legacy, tout ça, c'est vieux, etc. Il faut se rappeler que ça a 5 ans, et quand bien même testé il y a 5 ans, c'était difficile dans les logiciels à faire, en tout cas en PHP. Il y avait plein d'outils qui étaient manquants sur la version. Et ensuite, en gestionnaire de version, au tout début, il y avait SVN. Et du coup, ça par contre, ça a été remplacé, j'essaie de faire de l'interactivité, ça a été remplacé par Git, et donc ça c'est assez génial parce qu'on va voir que ça a permis pas mal de choses. Tout le monde connaît Git? Ouais, ça marche, super.
donc Git qui permet de gérer les sources de votre logiciel et de pouvoir partager avec d'autres développeurs et de pouvoir utiliser des plateformes de revue de code comme on va voir juste après. Et en termes d'environnement, il y avait donc un environnement de dev. Alors justement, c'est la particularité qu'on avait, c'est que l'environnement de dev était installé à l'intérieur de l'ordinateur, à l'intérieur du poste des développeurs. On verra plus tard que ça a un impact en fait sur l'intégration continue, parce qu'en fait, c'est très difficile de reproduire ce qui s'est passé sur une machine, sur une autre machine, sans la copier de façon exacte. Il y avait donc un environnement de production, et timidement, il y avait un petit environnement de test qui était quand même présent. Comme tous les projets de cette envergure, naturellement, il y avait un serveur. Quand on commence un business, quand on essaye quelque chose, etc., on prend un serveur dédié, ce qu'on appelle plus bare metal, parce que c'est raqué bare metal. Justement, je fais toujours un petit peu le côté sourire. Ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent en réalité dans toute startup ou tout début de projet. Donc du coup, si on résume, on avait un super développeur, mais on n'avait pas de bons tests. Donc on n'avait pas un logiciel qui était réellement couvert, notamment parce qu'on parlait tout à l'heure de Symfony 1. Si vous avez eu le plaisir, la joie et l'exclusivité de travailler sur Symfony 1, vous savez que tester, c'était douter. Et donc on avait du bon déploiement manuel. Alors, attention, ce que je faisais de l'ironie tout à l'heure, quand je mets bon ici, c'est pas du tout ironique, c'est juste on avait vraiment du bon déploiement manuel, un déploiement manuel qui arrivait à l'aide d'un outil qu'on appelle Capistrano. Donc Capistrano qui permet simplement un outil en ligne de commande développé en Ruby qui permet d'aller déployer le code. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de déploiement automatisé, c'est-à-dire qu'en fait, on ne pouvait pas rejoindre un déploiement, à chaque fois, c'était sur le poste de la personne, et donc, toujours pareil, si jamais vous avez 10 développeurs avec 10 versions de Capistrano différentes, vous pouvez avoir des choses en production qui sont différentes. Ensuite, on avait donc un bon serveur bare metal. Alors, quand je mets bare metal comme ça, c'est-à-dire vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire on avait un serveur dédié, mais par contre, du coup, on n'avait pas d'infrastructure robuste. En fait, ce que je veux dire par là, pour comparer, et pourquoi je l'ai amené dans ce talk sur l'intégration continue, c'est parce qu'en fait, un serveur bare metal, c'est un serveur qui prend toutes les connexions. C'est-à-dire c'est un serveur, une machine sur lequel vous faites tout. Il y a la base de données dedans, il y a le front, il y a le cache, il y a le back-end, il y a tout ce qu'il faut. Et le problème, c'est que si à cette époque-là, en fait, on était passé avec les petits copains sur TF1 ou sur le 1945 sur M6 ou quoi que ce soit, là, on n'aurait jamais pris la charge. Et avant que le serveur revienne, il aurait fallu un petit paquet de temps. Voilà pourquoi je parle de robustesse d'infrastructure. On avait du backup, ça c'est un point important parce qu'on ne l'a pas partout. Il y avait du backup, mais par contre il n'y avait pas d'auto-recovery. Quand je dis il y avait du backup et pas d'auto-recovery, c'est qu'un backup c'est bien, mais si vous cramez la machine, repasser un backup et le réinstaller, ça prend quand même beaucoup de temps. Là où l'auto-recovery, en théorie, vous repopez une instance de votre machine virtuelle ou autre et c'est reparti. Donc tout ce que je vous ai présenté, c'est tout à fait normal. Je voulais juste faire une rétrospective sur un petit peu ce qu'il y avait. C'est tout à fait normal dans l'évolution de l'entreprise. Maintenant, on va parler d'intégration continue. Et on va lever le voile un petit peu sur ce qu'est l'intégration continue en tant que telle. Alors, pour ce faire, on va demander à notre ami Wikipédia. Wikipédia nous dit « L'intégration continue est un ensemble de pratiques utilisées en génie logiciel consistant à vérifier à chaque modification de code source que le résultat des modifications ne produit pas de régression dans l'application développée. » Bon, toujours les termes un peu pompeux de Wikipédia, ok, Wikipédia, désolé. Ce que veut dire Wikipédia, c'est que l'intégration continue, c'est un ensemble de pratiques. C'est-à-dire que c'est pas écrit dans le marbre, l'intégration continue, c'est ça. Et moi, ce que je vais vous présenter, c'est comment on a interprété l'intégration continue. Parce que l'intégration continue, si jamais vous utilisez des choses comme Heroku, c'est déjà de l'intégration continue. Vous poussez sur une branche spécifique sur votre Git, et là, à l'instant, c'est magique, votre Heroku redéploie votre application, votre site web, etc. C'est déjà de l'intégration continue. Dans notre cas, justement, on va s'atteler à plusieurs termes. Déjà, on a dit pas de régression. Donc pas de régression par rapport à la version d'avant. On n'a qu'une chose à faire, c'est tester. En réalité, il y a 3 choses à faire. La première, c'est tester. La deuxième, c'est tester. Je pense que vous connaissez la troisième. Ok, pour la troisième, c'est tester. Et quand on parle de tester, on ne parle pas que de tester le code, parce que c'est bien de parler de couverture de test, de code coverage, etc. à 100%. C'est aussi tester la montée en charge, c'est aussi tester la structure de notre infrastructure. Alors là, Inception. Donc c'est vraiment de tester le plus possible le comportement de votre software dans les conditions réelles. Et donc nous, ce qu'on a mis en place, pour le début du projet, on a mis une couverture de code qui doit être supérieure à 80%.
J'aime bien m'arrêter 5 minutes sur la couverture de code. Couverture de code, on dit qu'il ne faut pas faire 100%, etc., etc. Il y a une anecdote qui est tout à fait marrante. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des ORM, avec Doctrine ou ouais, ces choses-là? En fait, Doctrine vous permet de créer des classes objets dans le langage PHP qui sont la représentation finalement de votre base de données en objet. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on va avoir des accesseurs sur ces classes-là, ce qui va se passer, c'est que s'il n'y avait pas de test unitaire dessus, on ne saurait pas, par exemple, comment ils vont se comporter. Et c'est marrant parce qu'on s'est dit, tout le monde dit, bah, les tests unitaires, jamais on met de tests unitaires sur des entités. Et nous, pour autant, on l'a fait pour garder ce niveau de couverture de code et se dire, on a testé toutes nos classes PHP. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on s'est aperçu qu'il manquait plein de trucs. En fait, dans les getters, les setters, on retournait pas, enfin, on n'était pas fluent, il y avait plein de choses comme ça. Donc du coup, un conseil, si vous voulez mettre en place de l'intégration continue, le seul mot à garder peut-être de la présentation, c'est tester votre soft. Ensuite, on vous parle dans Wikipédia de vérifier à chaque modification de code. Bon, là, il y a deux façons de l'interpréter. Encore une fois, nous, chez Bureau à partager, on l'a interprété de la façon où vous l'avez certainement interprété. C'est qu'on s'est dit, on va utiliser un outil qui nous permet de partager du code. On a été super innovant. On a utilisé GitHub. Et GitHub nous permet de créer ce qu'on appelle des pull requests. Est-ce que vous êtes tous familiers avec les pull requests? Non, pas trop. Donc en fait, ça va être un développeur qui va développer une fonctionnalité, et quand il a terminé cette fonctionnalité, il va la pousser sur GitHub, et d'autres développeurs vont pouvoir relire son code. Ça fait très développeur code, etc., mais ça permet de ne rien oublier. Et nous, on a automatisé aussi tout ce qui était code style, c'est-à-dire, ah, t'as oublié une virgule, t'as machin, tout ça. Tout ça, c'est quelque chose qui est encore une fois testé, vérifié, etc. Et ensuite, le deuxième point important de toute cette présentation, bah, c'est lui. C'est CircleCI. Donc ça, c'est un produit absolument fantastique. Ce produit, vous le connectez à votre GitHub, et avec un fichier descriptif que je vais vous montrer après, il va tester votre code et lancer des instances de test de votre code à tout moment. C'est très similaire à Jenkins. On n'a pas utilisé Jenkins pour une raison, on l'utilisait historiquement, c'est parce qu'il faut le maintenir et ça coûte cher. CircleCI, ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est pareil que Travis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Travis, mais c'est la même chose. Et donc chez nous, on s'est dit, ok, bah, donc GitHub plus CircleCI égale cœur. Et je vais vous présenter que CircleCI, c'est la pierre angulaire de tout notre système. Et du coup, j'ai rajouté un petit hashtag automatisé. En fait, il y en a deux dans l'intégration continue, c'est vraiment tester et automatiser. Donc ce qu'on a rajouté, c'est des tests unitaires à l'aide de PHP Unit, donc l'outil qui est en PHP pour faire des tests unitaires. On a rajouté des tests fonctionnels avec Biat plus Selenium. Selenium, du coup, on a trouvé comment faire réellement vendredi dernier. Donc c'est pour vous dire comment le faire fonctionner correctement dans Docker. Donc là, c'est une révolution. Un logiciel toujours immuable en français, immutable en anglais. Donc on utilise Docker. Alors je vais m'arrêter un petit peu sur Docker quand même à ce moment-là de la présentation. Docker, en fait, ça a été créé pourquoi? Docker, c'est en fait les concepts qu'utilise Docker, ils sont vieux comme le monde. C'est ce qu'on appelle des namespace systems, c'est-à-dire la faculté dans un système d'encapsuler un processus. C'est tout, pour faire simple. Du coup, en fait, Docker, pour simplifier, c'est comme si on disait, on va faire un binaire de mon application. Et là, il n'y a plus qu'un fichier. En gros, c'est ce que fait Docker. On appelle ça une image dans Docker. Et donc, voilà pourquoi on parle d'immutabilité, parce que quand on construit une image avec Docker, cette image, on peut la mettre en production, on peut la mettre en développement, etc. Ce sera toujours le même comportement. Moins peut-être la prise de charge ou ce genre de choses, parce que ça dépend du... Enfin, si en tant que développeur, vous êtes deux sur l'application, et puis qu'en charge, vous lancez juste un conteneur Docker, il y a de fortes chances que ça ne marche pas très bien, que vous deviez en mettre plusieurs. Ensuite, on a ce qu'on appelle un builder. Alors c'est très cool de parler de Docker, mais vous allez me dire, bah mais nous on fait du PHP, on fait du Ruby, du Python, pour une raison, c'est que c'est un langage qui est interprété, et du coup ça m'évite de faire toute cette phase de compilation. Du coup, t'es cool, mais avec ton Docker, tu me remets une phase de compilation. Et bah ouais, pour l'instant, il n'y a pas trop le choix en réalité. Il n'y a pas le choix. Vous devez avoir cette phase de compilation pour n'avoir qu'un fichier unique. C'est comme ça. Et ce moment qui va vous créer cette compilation, c'est bien CircleCI. CircleCI, il va prendre votre code, il va le mettre dans l'image, il va la construire. On va voir ça un petit peu plus tard. Et du coup, vous avez de nouveau un builder. Je marque une courte pause, c'est quand même des notions, je vous avais dit, l'intégration continue, on est sur beaucoup de notions. Et ensuite, on va avoir un deployer. Le deployer, donc c'est lui, alors là on quitte l'intégration continue, on est plutôt sur du déploiement continu. On va avoir un deployer, et ce deployer, il va dire, ok, quand tous mes tests sont ok sur cette branche-là,
alors et seulement alors, je vais commencer à aller déployer. Et la séquence de déploiement, bah, c'est toi, utilisateur, qui va me dire ce que je vais faire, parce que CircleCI n'a rien inventé. Déployer votre code, c'est peut-être l'envoyer sur Amazon, c'est peut-être l'envoyer sur Google, c'est peut-être l'envoyer sur les deux d'ailleurs, c'est peut-être l'envoyer sur Microsoft Azure, comme ça j'ai fait les trois pour la caméra. Et voilà, enfin, tout simplement, ça vous permet de déployer votre code. Et ensuite, un environnement. Et donc nous, on a fait le choix de Google Cloud Platform, avec une belle faute. Pour l'environnement, on a choisi Google Cloud Platform parce que c'était vraiment très simple d'utilisation. Alors quand on arrive dessus, ok, on se dit oulala, il y a des menus partout et tout ça, mais c'est vraiment très simple d'utilisation. Et on a utilisé plus particulièrement une brique qui s'appelle GKE. GKE, donc c'est Google Container Engine. Alors ça paraît très bizarre, le cas il vient de Kubernetes. Kubernetes, c'est quoi? C'est un logiciel qui va permettre sur votre système de gérer les conteneurs Docker. En gros, si jamais vous avez un blog, on va prendre l'exemple d'un blog, vous allez avoir, quand vous créez un blog, vous allez avoir 3 conteneurs qui tournent. Vous allez avoir votre blog WordPress, admettons, vous allez avoir une petite brique qu'on va appeler le proxy MySQL, et vous allez avoir probablement une brique qui va vous permettre d'envoyer les emails depuis votre WordPress. Et bien en fait, ce que va faire Kubernetes, c'est qu'il va regarder s'il y a une des briques qui tombe, lui il va la remonter et essayer de l'auto-réparer. Ça c'est l'un des premiers points. Il va vraiment faire de l'orchestration de conteneurs et regarder ce qu'il peut faire. Ensuite, la scalabilité, c'est-à-dire qu'il va dire, bon, bah, s'il y a beaucoup de trafic sur ton blog, je vais multiplier le nombre de conteneurs et mettre en dessus ce qu'on appelle un load balancer, ce qui fait que vous, en tant que visiteur du blog, quand vous allez arriver, vous allez tomber sur le load balancer et vous allez partir sur chaque conteneur et chacun, vous allez avoir votre conteneur un peu attribué. Alors, c'est une information que je peux vous communiquer quand vous êtes en train de faire une recherche sur Google, par exemple, ou que vous utilisez Calendar, etc. Chaque fois que vous lancez ça, vous lancez un conteneur en réalité. Voilà comment il fonctionne chez eux. Donc c'est assez rigolo, vous avez votre propre attribution. Parce qu'en réalité, Kubernetes, c'est un truc qui s'appelait Borg chez Google pendant des années, et du coup qui a été transformé et qui n'appartient plus à Google, qui appartient à une plus grande communauté, pour faire attention que ce ne soit pas ce qu'on appelle un peu vendor locking et qui deviennent les patrons de la brique. Ils ont souhaité faire travailler un petit peu tout le monde. À ce niveau-là de la présentation, vous allez me dire... Ok, on a assez parlé, mais on veut du code, déjà on veut comprendre ton schéma, etc. Puis on voudrait voir un petit peu qu'est-ce qui fait la magie. Eh bien pas de souci, on va s'y mettre. Au passage, ça c'est notre espace avenue Truden, un dernier espace qu'on a ouvert. Je me suis dit que c'était sympa de faire un petit coucou à Claire, notre directrice marketing. Donc on va avoir besoin d'abord d'une zone de développement, pour résumer. Dans cette zone de développement, on va avoir des développeurs. Bon, là, j'ai mis des développeurs super contents, pas frustrés parce qu'il y a un truc, etc. C'est le cas chez nous, on a de la chance. On va utiliser donc GitHub, et dans ce GitHub, bah, les développeurs vont effectuer différentes pull requests. Donc, comme je vous disais, différentes propositions de code. Ça va être la synthèse vraiment pour que vous compreniez comment on fonctionne. Ensuite, on va avoir une autre zone. Alors, ça ne rend pas très bien, mais ce que j'ai appelé une zone de test, build and deploy. Bah, vous l'avez reconnu, on a nommé CircleCI. Donc CircleCI, lui, ce qu'il va faire dans ce contexte-là, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir une pull request qui va être ouverte, il va vérifier chaque commit, et après chaque commit, il va passer l'ensemble des tests qu'on a définis, de façon à savoir si oui, on a régressé, ou nous, on n'a pas régressé, c'est bon, les tests passent. Ensuite, on va considérer que la pull request, elle est OK, tout est bien, il y a eu les échanges entre développeurs, tout s'est bien passé, etc. On va incorporer cette proposition de code, on va l'incorporer sur une branche qu'on appelle Develop. Alors, la branche Develop, la branche Master, c'est vous qui voyez, vous pouvez la nommer comme vous voulez. La pratique veut qu'avant même de mettre en prod, on mette toujours sur un cluster, ce qu'on appelle un cluster de staging, ce qu'on fait nous. Du coup, on met ça sur Develop et le jour où on passe sur Master, il y a une pré-production qui est levée juste avant. On teste notre logiciel dessus, au clic, etc. Et après, ça part en production. Voilà. Nous, on ne fera pas forcément du déploiement directement continu pour la simple raison, c'est qu'on n'aura pas une couverture exhaustive, on va dire, de tests fonctionnels. Et ça pour des raisons de temps. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir une zone infrastructure. Bah là, avec Google Cloud Platform, c'est très simple parce que c'est composé de 2 briques. La première, c'est on va dire, ok,
Circle, lui, ce qu'il fait, c'est qu'on va merger la branche sur Develop, il va builder votre image Docker. Il va au passage la taguer, donc vous la taguez comme vous voulez, nous on la tag avec le hash GitHub utilisé. Comme ça on a des images, et à chaque hash GitHub, donc à chaque modification de code dans votre GitHub, enfin sur Git principalement, vous allez avoir le hash sur l'image et vous pouvez revenir dans le temps, regarder l'état de votre logiciel. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aussi pousser cette image, et cette image, il va la pousser à une brique assez magique, qui est juste ici, qui s'appelle un Docker Registry. Alors Docker Registry, quand on donne les noms comme ça, un Docker Hub, etc., on se dit c'est compliqué ton truc. Ouais, enfin, c'est juste un partage réseau, vous poussez un fichier dedans et puis on n'en parle plus. Hein, et quelqu'un peut le reprendre. Donc démystifier ça. Et donc là, vous avez à l'intérieur de cette brique-là, vous allez avoir à disposition dans toute votre infrastructure, à tout moment, l'image de votre logiciel. Et pour terminer, ce que va faire Circle, c'est que, donc, ce qu'on va dire de faire à Circle d'ailleurs, c'est de déployer la nouvelle image. Et pour déployer la nouvelle image, je ne rentrerai pas fortement dans les termes, mais en fait, comme cette image elle est déjà sur Kubernetes, comme je vous disais, ça tourne déjà en production, ce qu'on va faire, on va effectuer un patch de déploiement. C'est-à-dire, on va dire, ton image, elle s'appelle version 8, et là, prends la version 9. Pardon, j'étais déjà sur la suite. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'avec ce système-là, Kubernetes, comme c'est un orchestrateur, il va vous permettre de faire du rolling upgrade. C'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir chauffer un conteneur, regarder s'il fonctionne bien, le mettre, commencer à prendre des requêtes, ne plus distribuer les requêtes sur l'ancien conteneur et le tuer. Et comme ça, en fait, vous avez un déploiement, ce que vous pouvez constater tout sur Facebook. Quand vous êtes sur Facebook, par exemple, vous vous dites « Ah, c'est marrant, on n'a pas la même version ensemble, parce que vous n'êtes juste pas déployés au même moment. » Voilà. Et donc là, vous avez la finalité de cette présentation sur l'intégration continue. Je vais vous montrer 2-3 fichiers un petit peu, histoire de vous montrer que cette brique-là est la brique la plus essentielle de tout notre schéma. Alors, si vous voulez commencer dès maintenant Kubernetes, etc., c'est pas de la pub, mais c'est à utiliser. Sur Google Cloud Platform, en fait, vous avez 300 $ qui vous sont offerts. N'hésitez pas à y aller parce que c'est quand même quelque chose de relativement simple au final. Alors il y a beaucoup de concepts très avancés, mais n'hésitez pas à y aller. Et on est dans quelque chose d'un petit peu assisté. On n'est pas sur de l'AWS ou alors on va vous dire monte ton réseau, monte ton instance, crée un sous-réseau, etc., etc. Là, Kubernetes, c'est quelque chose, vous pouvez en lancer un en quelques minutes. Si j'avais le temps, je pourrais largement vous montrer. Et ça, de toute façon, quand vous activez Kubernetes, vous avez ça direct, c'est offert, c'est gratuit. En fait, non, pas tout à fait. C'est pas tout à fait gratuit, mais c'est offert. Et donc, en fait, cette brique-là, chez nous, c'est la brique la plus importante. Alors, je vais vous montrer en quoi réside la magie, pour terminer là-dessus. La magie, elle réside sur ce fichier qui s'appelle CircleYAML. Je l'ai un petit peu modifié, d'accord, par rapport à ce qu'on a nous. Est-ce que vous connaissez l'outil Makefile? Vous utilisez du Makefile. Nous, on a décidé, alors c'est pour ça que je dis que j'ai un petit peu modifié, j'ai triché, hein, je suis assez honnête là-dessus, c'est que j'ai tout mis en make, alors qu'il y a quelques commandes qui sont des scripts SH des familles, bien comme il faut, mais en gros, on va rester là-dessus. Donc en fait, quand vous voulez utiliser CircleCI, c'est totalement gratuit, CircleCI, c'est-à-dire que là, nous, on arrive encore à tourner sur une équipe de 6-8 personnes, 6-8 personnes, on arrive à tourner avec la version gratuite de CircleCI. On peut remercier au passage parce que ça fait un travail de titan. Et en fait, tout ça, ça fonctionne tout seul. C'est-à-dire si vous ne mettez pas de fichier circle.yaml, si vous avez un projet en Node.js, si vous avez un projet en Symfony ou quoi que ce soit, tout simplement Circle, il va monter une machine virtuelle et il va savoir passer vos tests unitaires tout seul. Il fait de l'introspection de code, etc. Par contre, quand vous allez arriver quand vous souhaitez un niveau un peu plus avancé et puis vraiment détaillé, là vous créez votre fichier et vous maîtrisez votre chaîne de build. Donc là, nous, on a créé un fichier qui s'appelle circle.yaml et ce fichier, en fait, on va lui dire ok, sur la machine, active-moi le service Docker. Parce que par défaut, comme c'est des machines virtuelles, en version 1, vous pouvez activer MySQL, vous pouvez activer des Redis, des Rabbit, ce que vous voulez. Tout est prêt, en fait, pour que ça vous soit super rapide. Et donc là, on va lui dire ok, utilise Docker. Et ensuite, la notion d'override, c'est juste parce que comme on écrit un fichier, lui, il s'attendait à faire des choses. Donc en fait, on lui dit non, ne fais pas ce que tu t'attendais à faire, fais ce qu'on t'a demandé plutôt. Et donc là, en fait, dans les dépendances, ça va être la partie test. Donc vraiment, on va lui dire Circle, s'il te plaît, teste le code à l'aide du conteneur de build. Et donc là, il va tester le code. Et en fonction de cette réponse-là, il va déployer. On va voir ça juste avant. Mais juste après, pardon. Mais les dépendances ici, on va lui dire crée un builder, construis l'application, construis l'image, etc. Cet exemple, c'est un exemple pour du Golang. C'est-à-dire qu'en fait,
Dans Docker, vous pouvez embarquer PHP, vous pouvez embarquer Golang, vous pouvez embarquer tout ce que vous voulez. Sauf que quand on travaille avec Golang, quand on fait une belle image Docker, on ne met que le binaire à l'intérieur de l'image. Donc ce qui fait qu'on ne va pas utiliser des from Golang, etc. On fait ce qu'on appelle du builder. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer un builder qui est lui chargé de construire notre application, tout simplement. Et comme ça, dans l'image finale, on n'a pas du tout à avoir de traces du runtime de Go. On peut aussi lui dire, et c'est ce qu'on fait nous, vérifier la syntaxe à l'aide du conteneur de build, ce qu'on appelle le lint. On le fait aussi, comme ça si jamais les fichiers sont mal lintés, que quelqu'un l'a ignoré dans les hooks, etc. Dans ces cas-là, en fait, on a Circle qui le rattrape et qui dit non, attends, il y a un fichier qui déconne, il manque 4 caractères ou une virgule, etc. Et ce qui fait que ça, on s'en abstrait, comme je disais, dans les pull requests. Alors, on a un petit peu un leitmotiv qui dit si jamais on a des règles qu'on veut rajouter sur le code style, bah, généralement on fait la PR qui va bien sur l'outil de vérification. On a ça, sauf que dans les faits, souvent il n'y a pas beaucoup de temps, donc on ne le fait pas directement. Ensuite, une fois que les tests vont passer, on va dire si tu es sur la branche develop, alors effectue ces commandes. Si tu es sur la branche master, alors effectue ces commandes. Et c'est là où je l'ai un petit peu modifié. C'est que ce qu'il va falloir faire, en fait, d'après mon schéma précédent. Ah oui, d'accord. Donc, non. C'est d'après mon schéma précédent, une fois que les tests sont passés, qu'on a donc mergé correctement la pull request, rappelez-vous, on doit d'abord pousser l'image et son tag, et ensuite on doit déployer la nouvelle image, tout simplement. Et donc c'est vraiment ce qui est représenté ici, c'est-à-dire on va envoyer l'image sur le repository Docker de Google, et ensuite on va déployer le nouveau conteneur sur Kubernetes, tout simplement. Et là, c'est fini. C'est-à-dire qu'en quelques clics, vous avez déployé, vous avez quelque chose qui est disponible immédiatement. En l'occurrence, en production, on fait un truc, et c'est là où j'ai une faute ici, donc là ce serait plutôt production, c'est qu'ici on va taguer l'image, et l'image on va la taguer en latest. Vous savez, quand vous prenez une image Docker, normalement, une image Docker, elle a un tag qui est latest, et quand vous le prenez, c'est ce tag-là que vous avez. Bah, le latest, en fait, en réalité, c'est vraiment l'image. Il n'y a que la production qui doit être latest, il n'y a qu'une version possible. Tandis que ce qu'on a déployé sur le staging, bah, on peut avoir plusieurs versions, vu qu'on en a essayé plusieurs. Est-ce que ça va pour l'instant? Ouais, c'est un petit peu rock'n'roll. Et là en fait je voulais simplement vous montrer, donc nous pour les images en Go, ça c'est ce qu'on appelle un Dockerfile, donc c'est ce qui permet de créer en fait une image Docker et de plus tard créer des conteneurs. Ça c'est la plus petite image que vous pouvez avoir. Alors il y a from scratch aussi, mais c'est un très long débat. Et en fait comme vous pouvez voir, on va juste copier le binaire app à la racine, et quand on lancera notre conteneur, on va lancer simplement l'application. Donc ça fait comme en Go, on peut cross-compiler. Ben, ce qui est pratique, c'est qu'on met juste notre binaire à l'intérieur d'une image Docker. Et nous, on a des images, on a 3 images en Go actuellement qui font pas plus de 10 mégas l'image. Alors que quand vous partez en PHP, bon après on a un projet qui est assez complet sur bureau à partager, mais on a une image qui excède les 300 mégas très facilement. Et ça, c'était le dernier point aussi. Donc ça, c'est un petit peu des petites annexes que je voulais vous montrer. Et ça, c'est ce qu'on appelle justement un conteneur de build. En fait, c'est ce qui nous permet de créer un conteneur de build pour aller builder notre application. En fait, là, par contre, cette fois-ci, on part vraiment de l'image de Golang. Donc ça, on s'en fiche. On va lister nos dépendances. Alors, il y a des moyens beaucoup plus sexy de le faire. Là, ça n'est pas le cas. Et ensuite, on va monter des volumes dans le projet de façon à dire, voilà, quand tu vas compiler, compile dans output app. Et donc, le output app, c'est à la racine de vos fichiers qui nous permettent de builder l'image juste après. Voilà. Ça, c'était juste un petit cadeau. Si vous relisez la presse, ça vous servira forcément. Si vous faites du Go, je pense que ça vous permettra de faire un petit peu ce que vous voulez. Alors, j'ai pour habitude de toujours remercier l'équipe avec qui je travaille, parce que c'est facile de présenter l'intégration continue devant vous. Enfin, facile, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est fait. Mais par contre, c'est avec ces personnes-là avec qui j'ai plaisir à travailler tous les jours, et surtout avec qui on met l'intégration continue. Alors, il y a des facilités, des difficultés, on essuie les plates, tout le monde vous dira pas de Docker en prod, etc. Nous, on a choisi d'y aller, on n'a pas peur là-dessus. Et naturellement, comme on est chez Remix Job, on dit bah, vous êtes ici, si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez surtout pas. Merci. Donc
Donc si vous avez besoin de la moindre information, vous pouvez y aller directement via mon Twitter. Vous pouvez aussi venir nous rencontrer chez Bureau à partager, on sera une joie. Après les vacances à la rentrée, il y a certainement une conférence qui sera prévue sur Kubernetes, un vrai tutoriel où là vous amenez votre machine, etc. Et en fait on met en place ça. C'est quelque chose qu'on devrait ouvrir à la rentrée une fois que tout le monde sera parti en congé. Et vraiment en fait utiliser ces choses-là. Ça paraît assez complexe quand on les voit comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. En réalité, il y a 3 produits. Il y a Google Cloud Platform, ensuite il y a CircleCI et ensuite il y a GitHub. GitHub, je considère que c'est presque un acquis pour un développeur maintenant, parce qu'on ne peut plus s'en passer. Circle, je considère qu'il y a un fichier YAML, donc il n'y a vraiment pas de difficulté. Le tout, c'est de bien comprendre que Circle est juste un passe-plat, un exécuteur de commandes. En ce qui concerne Google Cloud Platform, je ne vais pas vous cacher qu'on s'attelle à des années d'expertise, donc il y a forcément des détails un petit peu dans la plateforme qui sont assez subtils. Quand on lance Kubernetes, par exemple, vous lancez un proxy local sur votre machine pour aller le visiter, parce que Kubernetes, ça n'est qu'une API, etc. Enfin, c'est très spécifique, mais si vous êtes sur ces 3 produits, vous allez progresser assez vite. Et pour terminer, ce que je vous ai un petit peu, je suis parti un petit peu loin dans le concept. Sur Google Cloud Platform, vous avez aussi un truc qui s'appelle App Engine. Et App Engine, en fait, vous ne mettez juste que votre code source, c'est-à-dire que vous liez votre GitHub. Ça fonctionne comme Heroku. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que de temps en temps, ils vous font des rapports de comment ça fonctionne derrière. Et comment ça fonctionne derrière, c'est un Kubernetes qui est lancé. Ça vous laisse entrevoir comment eux, ils auraient fait pour mettre en place votre application de façon automatisée. C'est ça.